Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Merci d'honorer de votre présence au lancement du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Nous tenons dans un premier temps à nous excuser pour le retard constaté et nous allons démarrer cette cérémonie par le mot de bienvenue du représentant du recteur et ensuite nous aurons le mot du bureau opérationnel du suivi du plan Sénégal émergent, certainement qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et par la suite, le mot du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ensuite, le mot du professeur Aminata Sall Diallo, chef du projet du programme sénégalais pour l'enseignement, pour l'entrepreneuriat des jeunes. Ensuite, le mot de Franck Tonini qui va présenter et rappeler le processus de sélection que vous avez en tant que candidat subi. Et par la suite, nous aurons la diffusion des profils des entrepreneurs et après un mot des partenaires qui accompagnent le programme. Et ensuite, pour terminer, nous aurons la présentation des des grands axes du programme et de la plateforme d'enseignement innovante qui est développée dans ce cadre. Donc, et enfin, le point de presse avec nos confrères de la presse qui se fera, mais dans un autre cadre. Donc nous allons commencer très rapidement par le mot du représentant du recteur ici présent. Merci beaucoup, MC, de me donner la parole. Monsieur le directeur de l'enseignement supérieur, messieurs les recteurs, messieurs les directeurs d'institut, Madame la directrice du projet, professeur Aminata Sall Diallo, distingués invités en vos titres et qualités. Je suis venu représenter le recteur de l'UCAD, le professeur Ibrahima Thioub, qui est absent de Dakar, qui regrette de ne pas être aujourd'hui parmi nous. Il vous remercie surtout, Madame la directrice du projet, d'avoir choisi l'UCAD pour le lancement des activités. Quand on parle d'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes, je crois que le choix ne pouvait pas mieux porter que sur l'UCAD, qui est peut-être la plus vieille, sûrement même la plus vieille institution de formation. Vous avez parlé d'alignement des besoins de formation. Je dis adaptation, parce que de toutes les façons, on ne peut pas couper avec ce critique. J'ai l'habitude de dire, mais ça c'est personnel, c'est pas le recteur, que le défi de ce 21e siècle, c'est peut-être le changement climatique, mais c'est l'emploi des jeunes. Je réfute même le terme d'employabilité que l'on emploie souvent, parce que je prends l'exemple de la faculté de médecine que vous connaissez, qui forme pratiquement un produit fini, mais aujourd'hui nous savons que nous avons des collègues médecins qui sont au chômage. Donc merci d'avoir choisi l'UCAD pour le lancement de ces activités. Bon vent au projet et la présence de ce public montre tout l'engouement et tout l'intérêt qu'on a pour ce projet. Merci beaucoup pour votre aimable attention et soyez encore les bienvenus à l'UCAD. Merci. Nous allons passer au mot du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur qui préside effectivement cette cérémonie. Ça passe. Merci. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, monsieur le directeur général de la recherche, messieurs les recteurs, madame le chef de projet PSE du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, monsieur le représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mesdames, messieurs les professeurs et enseignants, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers étudiants, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir aujourd'hui que je préside cette présente cérémonie de lancement du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes au nom du professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui, pour les besoins de son agenda, se trouve hors du territoire national. C'est un plaisir d'autant plus grand que ce projet constitue l'un des premiers projets du programme Sénégal émergent qui commence à produire ses résultats. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre pays a un référentiel unique en matière de politique publique
c'est le programme Sénégal émergent, par lequel M. le Président de la République a choisi des priorités déterminantes pour permettre à notre pays de participer au concert de l'émergence. Et dans les différentes modalités de mise en œuvre de ce programme Sénégal émergent figure une réforme essentielle qui devrait permettre de doter notre pays de ressources humaines de qualité, de ressources humaines suffisamment compétentes pour permettre de pouvoir prendre en charge de façon efficace les priorités déclinées dans le programme Sénégal émergent. Et parmi ces réformes figure la réforme de l'alignement des formations de l'enseignement supérieur par rapport aux besoins de notre économie. En effet, cette réforme est partie du constat unanime qu'aujourd'hui, nos formations ne correspondent plus aux besoins du marché du travail. Les employeurs continuent de se plaindre du fait que les produits sortis de nos universités comme de nos instituts de formation professionnelle ne correspondent pas au profil souhaité pour leur permettre de se doter des ressources humaines compétentes à même de pouvoir développer leur entreprise. De ce constat et de ce diagnostic, l'État a choisi de mettre en place cette réforme essentielle confiée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec son chef de projet, le professeur Aminata Sall Diallo. Il s'agit à travers cette réforme de permettre à nos différentes formations de pouvoir se mettre à jour par rapport aux besoins des employeurs. Beaucoup plus concrètement, il faudrait que par le biais de cette réforme, que nos formations puissent revoir leur curricula, certaines méthodes ou modalités pédagogiques susceptibles d'entraîner une plus grande professionnalisation, susceptibles de renforcer les capacités des jeunes qui seront formés afin de les doter de tous les atouts nécessaires pour pouvoir relever le défi d'intégrer le marché du travail. Et à travers cette réforme fondamentale est né ce programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Effectivement, là aussi, estimant qu'aujourd'hui, il est tout à fait pertinent de pouvoir produire des résultats le plus rapidement possible. Donc, il fallait le temps d'attendre que nos formations se mettent à jour et que ces produits puissent sortir de nos écoles et de nos instituts pour pouvoir relever le défi de l'émergence. Il fallait à côté mettre en place un programme spécial pour l'entrepreneuriat des jeunes. À travers ce programme, il s'agit d'appuyer les jeunes qui sont déjà formés et qui disposent de certaines compétences et capacités, de pouvoir leur donner les ressources et le cadre nécessaire pour pouvoir entreprendre de façon optimale et permettre à leur façon de pouvoir contribuer à la réussite du plan Sénégal émergent. C'était les quelques propos que je voulais prononcer au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en remerciant l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés tout au long du processus, et plus particulièrement le chef de projet, le professeur Aminata Sall Diallo. Donc, sur ce, je déclare ouvert cette présente séance de lancement du programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes sénégalais. Je vous remercie de votre très aimable attention. Voilà, nous allons rentrer dans la présentation et le mot de bienvenue du professeur Aminata Sall Diallo, chef de projet. Merci beaucoup.
Monsieur le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, représentant le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le secrétaire général du ministre de l'Enseignement supérieur, représentant le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Franck Tonini, chers collaborateurs, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les membres de la communauté universitaire, chers partenaires, chers invités en vos titres et qualités, chers étudiants, c'est pour moi un énorme plaisir de procéder au lancement des activités académiques du PSEJ aujourd'hui. Juste pour placer un peu les choses dans leur contexte, il faut dire que ce programme s'inscrit dans la réforme phare, alignement de l'offre de formation supérieure sur les besoins économiques, et que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Nous allons être très pragmatiques. Il ne s'agit pas d'un lancement politique. Il s'agit d'un lancement des activités académiques avec nos équipes pédagogiques, avec nos partenaires. Et je voudrais juste peut-être préciser quels sont les objectifs de ce programme. Tout à l'heure, j'aurai l'opportunité de revenir pour expliquer tout simplement le déroulé de ce programme sur une année et plus, avant qu'on ne puisse vous présenter la plateforme. Ce que je peux dire par rapport aux objectifs, un seul objectif stratégique, un seul. Il s'agit de développer des compétences pour la compétitivité et la productivité de notre pays. Ce développement de compétences prend en compte les actifs qui sont productifs, mais pas seulement. Dans notre mission, ce programme intègre l'insertion professionnelle des jeunes. Et le PSEJ est la phase pilote de cette réforme. Quel est le diagnostic qui a été fait du tissu économique de notre pays? Quand on regarde le tissu économique de notre pays, on se rend compte que nous avons des toutes petites entreprises. Nous avons des succursales de grands groupes et nous avons un ventre mou qui est le PME-PMI. Ce n'est pas faute d'avoir mis en place des politiques, mais notre tissu économique reste toujours pauvre en PME, PMI, alors que nous sommes convaincus que c'est ça qui va être le moteur de notre développement. Donc, diagnostic, besoins économiques en PME, PMI. Il fallait ensuite voir quelle offre de formation pour résoudre ce problème. Et là, nous sommes partis sur un projet pilote qui est le PSEJ. Évidemment, on aura une mise à l'échelle au niveau des universités, au niveau des établissements d'enseignement privés du Sénégal, parce que je pense que c'est une commande publique qu'il nous faudra adresser. Là, nous lançons juste la phase pilote donc, de cette réforme. Le PSEJ, ses objectifs spécifiques, c'est de former et d'accompagner des créateurs d'entreprises. C'est également de densifier notre tissu économique en PME-PMI. C'est également favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Je pense que c'est un objectif très, très important qui justifie largement donc, le démarrage de ces activités par ce programme. Mais le PSEJ n'est pas seulement un programme. Le PSEJ, c'est également des valeurs. Valeurs de patriotisme économique. Nous devons tous nous engager. Nous ne pouvons pas parler d'émergence en 2035 si toute la population sénégalaise n'est pas engagée dans ce processus. Nous demandons à nos lauréats du PSEJ d'épouser cette première valeur qui est le patriotisme économique. La deuxième valeur pour nous
et l'équité territoriale. Nous allons vous présenter les résultats tout à l'heure. Vous verrez que nous avons recruté des jeunes étudiants qui sont prêts à s'engager dans le développement de leur localité, en mettant en place des entreprises. Et dans ces critères, nous avons tenu en considération l'équité territoriale. Nous voulons un développement harmonieux de l'ensemble des régions de notre pays. Évidemment, toujours dans ces valeurs, nous avons l'égalité sociale. Nous voulons accompagner tous les jeunes de ce pays qui sont prêts à s'engager pour notre pays, pour le développement de notre pays, sans distinction. Nous ne voulons pas que la richesse ou la pauvreté, selon, soit un critère discriminatoire à l'accès de ce programme. Nous avons dématérialisé l'ensemble du processus. Nous ne connaissons aucun des lauréats du PSEJ. Je les découvrirai aujourd'hui en même temps que vous. Je réinsisterai sur une valeur qui me paraît très importante, c'est l'engagement. Il faut, et je m'adresse aux lauréats du PSEJ et au-delà, à la jeunesse de notre pays. J'ai parcouru le monde, dans tous les sens. J'ai vu beaucoup de jeunes. Je ne vois pas qu'est-ce que ces jeunes de ces différentes régions, de ces différents pays ont que vous n'avez pas. Il nous faut juste mieux vous encadrer. Il nous faut juste mieux vous accompagner. La formation est capitale. L'accompagnement est essentiel. Et c'est à cela que nous nous engageons aujourd'hui dans le cadre du PSEJ. Soyez rassurés, soyez sûrs que nous ne ménagerons aucun effort pour vous former. Une formation de qualité, une formation d'excellence. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous accompagner à transformer votre idée de projet en projet bancable que nous pourrons vendre, entre guillemets, à nos partenaires qui vont nous accompagner financièrement, techniquement, pour que vos entreprises puissent être créées. Et nous ne vous lâcherons pas. Nous vous mettrons dans des couveuses qui vont nous permettre aujourd'hui de pouvoir éviter la forte létalité que nous avons de nos entreprises. Quand on regarde au Sénégal, on dit 2/3 des entreprises meurent avant la 3e année. Nous ne voulons pas de cette létalité. Nous vous accompagnerons et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Monsieur Frantoigny, pour nous rappeler déjà le processus de sélection et présenter les résultats, justement, de ce parcours. Bien. Bonjour à vous tous. Sénégalais de cœur, je suis de nationalité française. Et certains de mes collègues universitaires, aujourd'hui, cette semaine, commentent en France bien des chiffres induits par les élections, chiffres qui attestent d'une inquiétude, chiffres qui attestent d'un mal-être. Et face à vous, je mesure la chance que j'ai, car je vais aussi me livrer à ce même exercice de commenter ces chiffres. Mais les chiffres du PSEJ, eux, ils sont heureux, ils sont dynamiques, ils sont porteurs d'espoir autant que de responsabilité. Et donc, aujourd'hui, alors que la vieille Europe peut s'interroger trop longuement sur son passé, eh bien, c'est l'avenir qui, présentement, est au rendez-vous par votre présence, par votre diversité, par la quantité aussi de candidats, 8000. 8000 en 17 jours. 470 personnes ont fait acte de candidature par jour. Ce qui me fait dire que nous sommes certes à Dakar, nous sommes certes au Sénégal, mais ce qui nous réunit aujourd'hui, et dans quelques années nous en reparlerons, vous pourrez dire que vous étiez
ce jour du 9 décembre 2015 à la première opération ouest-africaine en matière d'entrepreneuriat, car aucune autre opération sur le continent n'a mobilisé en si peu de temps autant de personnes. Donc, bravo déjà pour la quantité. Alors oui, une première ouest-africaine au niveau quantitatif, mais une première ouest-africaine au niveau qualitatif, comme j'aurai l'occasion de le décliner dans les chiffres. Mais avant ça, préciser aussi que c'est une première ouest-africaine au niveau de la pédagogie, le mariage tant attendu de la formation entrepreneuriale qui s'associe à la formation professionnelle et à la découverte des métiers, pour que l'entrepreneur sénégalais, ce que vous êtes, eh bien, puisse marcher sur ces deux jambes, qu'est l'entrepreneuriat et la maîtrise technique. Et donc là aussi, c'est une innovation pédagogique, une innovation aussi partenariale. Plus de 100 entreprises sénégalaises et étrangères ont fait le pari de soutenir le PSEJ. Et donc, si ce programme national est bien sûr réservé aux Sénégalais, il concerne la terre entière, car vous allez devoir aussi conquérir d'autres marchés, et donc des opérations de mobilité internationale sont aussi prévues. Donc voilà, qui êtes-vous, jeune entrepreneur sénégalais? Eh bien, lorsqu'on analyse non pas simplement les 8000 dépôts de dossiers, mais surtout les 1000 dossiers qui ont été retenus, on se rend compte déjà de la diversité des territoires. Ce n'était pas gagné. Le pays du Sénégal, comme d'autres pays, a souvent une concentration géographique de son activité économique. Eh bien, la grande région de Dakar ne représente que 54% des projets. Ce qui veut dire que la moitié des projets couvrent l'ensemble du territoire. Et ça, c'est particulièrement important lorsque on emprunte la voie de l'émergence. Le danger serait la concentration territoriale. Eh bien, le PSEJ, c'est tout l'inverse. C'est une vraie diversité territoriale qui a été observée. Là encore, c'était notre ambition, mais nous ne pouvions pas imposer aux jeunes de déposer un dossier. Et donc, l'ensemble des territoires ont été au rendez-vous. Et donc, le PSEJ, c'est aussi une opération d'équité territoriale. Cette équité territoriale, elle s'associe à l'excellence académique. 60% des candidats avaient une mention. Et donc, c'est assez intéressant parce que le goût de l'effort, eh bien, c'est aussi une des facultés de l'entrepreneur. Et lorsqu'on suit ses études, le goût de l'effort, c'est déjà d'aller chercher une mention. Et c'est en soi un facteur rassurant. Et nous essaierons d'accompagner donc cette excellence académique par l'excellence des professeurs qui vous accompagneront. De même, une ventilation au niveau des niveaux de formation. Nous avons 60% de candidats qui ont un bac plus 2, un bac plus 3, 25% qui ont un bac plus 5. Et là encore, c'est encourageant, puisqu'il n'y a rien de plus dangereux que la concentration. Et donc, lorsqu'on analyse le profil des candidats, eh bien, on se rend compte qu'on a des gens qui sont issus de BTS, qui sont issus de bac plus 3, de bac plus 4. Il y a une vraie diversité au niveau de l'origine, de l'origine universitaire. Cette origine universitaire, elle est aussi complétée de ce qu'on pourrait appeler une préassise professionnelle, puisque 80% des candidats ont déjà fait un stage. Et donc, on va le voir dans les chiffres. Le profil même du candidat du PSEJ est quelqu'un qui, sans avoir tout de suite, bien sûr, monté son entreprise, a déjà une forme de maturité, une maturité intellectuelle, une assise académique, mais aussi une maturité professionnelle qu'il a déjà acquis dans ses stages. Alors, vous êtes tous connectés, et donc, mais c'est bien de le dire, l'entrepreneur sénégalais est effectivement ouvert sur le monde, il est effectivement connecté, puisque 95% des candidats nous indiquent et nous démontrent avoir une maîtrise totale des nouvelles technologies de l'information. Autre phénomène intéressant, c'est bien de s'engager au service du patriotisme économique. C'est encore mieux de s'engager pour son pays de manière plus globale. Et effectivement, l'entrepreneur sénégalais est un patriote.
C'est un acteur sociétal. Pourquoi? Puisque 85% des lauréats sont déjà actifs dans des mouvements sociétaux, dans des associations, dans des ONG. Et donc ça, c'est assez intéressant puisque l'engagement sociétal, c'est aussi un facteur de maturité. Et donc on voit bien que l'entrepreneur, il n'est pas que engagé économiquement, il est déjà engagé patriotiquement, il est déjà engagé socialement, il est déjà engagé humainement. Et quand on se destine, puisque c'est là la vocation des entrepreneurs, managers que nous allons former, à devenir aussi des encadrants, eh bien le fait d'être passé par des actions sociales, par des actions humanitaires, par des actions sociétales, c'est aussi une arme pour un management plus humain, un management plus adapté, car effectivement, au-delà de créer leur propre emploi, les entrepreneurs sénégalais que vous êtes créeront aussi bien d'autres emplois. Et pour cela, eh bien, cette expérience sociale, cette expérience, cet engagement sociétal sera aussi pour vous un moyen d'avoir un management plus humain, plus adapté, plus à l'écoute. Alors, l'équité sociale recherchée fait que tous les étudiants n'ont pas, hélas, eu l'occasion de voyager, puisque seulement 50% des étudiants ont eu ce privilège. Mais ils sont 70% à maîtriser les langues. Donc oui, pas encore mobiles, souvent dû à des questions sociales, mais déjà polyglottes. Et ça c'est important, pourquoi? Parce que le pays émerge, mais il accueille aussi beaucoup de partenaires, mais le monde s'internationalise économiquement de plus en plus, et donc il ne peut pas avoir de création pérenne au Sénégal sans comprendre ce que fait le reste du monde. Et même si cette compréhension du monde ne s'est pas faite dans les voyages, elle peut déjà se faire par la maîtrise des langues, et bien sûr, comme je l'indiquais, il y aura aussi une mobilité internationale pour venir compenser en fait cette tendance d'adaptation au monde. Le monde vous regarde, mais abordez-le aussi avec sérénité et mobilité. Au niveau sectoriel, et ça rejoint aussi l'équité territoriale, le classement, c'est près de 50% de projets qui concernent l'agriculture, l'agroalimentaire. Ensuite, ce sont les TIC, ce qui démontre un peu l'ambivalence et la beauté de cette émergence qui est à la fois de valoriser ce qu'il y a de plus simple, la terre, tout en s'engageant dans la modernité, en étant donc déjà très avancé dans les TIC. En troisième place, le bâtiment, car un pays qui émerge, c'est aussi un pays qui se construit. Et ensuite, la logistique, donc vecteur aussi du commerce. Et donc, cette équité territoriale, eh bien, elle fait écho aussi à l'autonomie économique, elle fait aussi écho à l'autosuffisance alimentaire, elle consacre, elle illustre la dimension technologique qu'a Dakar, tout en favorisant aussi des éléments liés à la distribution. La maturité, enfin, du candidat, 70% ont, au regard de leur dossier, une idée déjà très précise de ce qu'ils veulent faire. Ils sont soit dans l'élaboration, soit dans la mise en œuvre, et seulement 30% sont au niveau de la réflexion. Mais nous ne voulions pas aussi nous concentrer que sur ceux qui étaient les plus avancés, car cette équité sociale, cette équité territoriale, recherchée à l'aune de l'excellence et de la méritocratie républicaine, faisait que le PSEJ donne aussi la chance à ceux qui sont un peu moins avancés, mais qui nous ont convaincus par la qualité de leur projet. Et donc cette qualité de ce projet, eh bien, on l'a aussi par la connaissance du secteur. Dans 80% des cas, eh bien, le lauréat du PSEJ a déjà eu une expérience dans son domaine. Et donc, c'est un facteur de sécurisation. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une volonté qui serait par défaut parce qu'on ne saurait pas quoi faire. Il y a une histoire. Et le PSEJ vient accompagner un début d'histoire, un début d'expérience. Dernière tendance, le collectif. Le danger eût été que le créateur veuille créer seul et ne travailler que pour lui. Dans 90% des cas, il souhaite coopérer. Et ça, c'est un phénomène économique absolument déterminant. Pourquoi? Parce que cet entrepreneur-manager, ce pionnier qui va constituer les PME, les PMI du Sénégal,
eh bien, s'il veut dépasser le stade de l'auto-emploi, et avant d'atteindre le stade d'une très grande entreprise, eh bien, il faut qu'il coopère. Et donc, nous veillerons à ce que les lauréats du PSEJ aient toutes les armes méthodologiques pour travailler déjà entre eux. Et je ne saurais trop attirer votre attention sur le fait que vos premiers clients, ce sont vos premiers partenaires. Vos premiers partenaires, ce sont vos voisins. Et donc, nous allons vous accompagner pour que vous travailliez ensemble, pour que vous puissiez avoir une offre mutualisée, pour que vous puissiez sécuriser votre projet, pour que, en fait, la modestie des moyens individuels puisse être compensée par la complémentarité de l'offre. Et donc, l'entrepreneur manager du PSEJ, eh bien, c'est déjà quelqu'un, c'est avant tout quelqu'un qui veut travailler avec d'autres et déjà avec les autres lauréats. Donc voilà, il n'y a pas de création d'entreprise sans parler d'argent. On va faire un petit détour. Les besoins sont assez faibles, puisque dans 70% des cas, on a un besoin de financement qui est inférieur à 2 millions, ce qui veut dire qu'on peut créer avec peu. On verra ensuite comment accompagner cette dynamique en sécurisant via les couveuses, en travaillant avec des partenaires bancaires. Donc, si je me résume, c'est un entrepreneur qui veut partager, c'est un entrepreneur qui veut s'impliquer, c'est un entrepreneur qui a déjà cette expérience, qui a juste besoin du petit accompagnement pour justement concrétiser son projet, ce qui veut dire que nous sommes face à une double responsabilité, la nôtre déjà, d'être à la hauteur de vos attentes, et donc la centaine d'entreprises, les 75% d'intervenants qui ont une expérience professionnelle seront là pour sécuriser votre projet. Et puis en fait, votre responsabilité. Vous avez été retenu, 15% des candidats ont simplement été retenus. C'est une chance, je sais que vous en serez digne, mais le pays a besoin de vous. L'émergence, c'est une bataille qui se gagne avec des soldats, et ces soldats, c'est vous. Vous êtes les pionniers d'une nouvelle tendance. Bravo et merci pour ce que vous êtes. Voilà, vous remarquerez la batterie de critères mis en place pour la sélection de ces candidats et le professeur Diallo pour 2 petites précisions par rapport à ce processus. Je reprends juste la parole par rapport au contexte de notre pays. Nous ne voulons être rattrapés par rien et je veux expliquer dans la plus grande transparence comment a été fait le choix des 1000 candidats. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que le processus a été entièrement dématérialisé. Les candidatures se faisaient en ligne. Nous avions un certain nombre de questions et des points affectés à ces questions. Nous avons demandé juste à la machine de faire le ranking des étudiants. À partir de ce ranking des étudiants, nous avons choisi à peu près 1500 étudiants et évidemment 6000 et quelques sont tombés. C'est un processus compétitif. À partir de ces 1500, nous avions demandé aux étudiants de poster une vidéo parce que nous n'avions pas la possibilité de recevoir 1000 et quelques personnes en entretien. Nous avons demandé aux étudiants de poster des vidéos, de se présenter et de présenter leur projet. Ces vidéos ont été envoyées à 70 personnes au niveau national et international pour noter ces vidéos. La note affectée à la vidéo, plus la note qui était affectée déjà pour les questions fermées et quelques questions ouvertes, nous ont donné un total qui nous a permis de sélectionner les 1000 étudiants. C'est pour dire qu'il n'y a pas eu de manipulation, que nous n'avons pas la volonté d'accompagner Paul, Jean, Jacques, parce que c'est un membre de la famille, parce que c'est un ami de la famille. Nous ne sommes pas dans cette logique. Je veux que nos lauréats aient une entière confiance à l'équipe pédagogique qui est ici,
constitué de gens extrêmement transparents et, je pense, intègres. Je tenais absolument à clarifier ce processus. Merci, professeur. Nous avons donc rendez-vous avec l'avenir et nous allons visionner une courte vidéo du passage de plusieurs candidats. Bonjour à tout le monde, c'est Koumba Dia, je suis jeune entrepreneur, je suis journaliste de formation, mais également j'ai un master en sciences de l'information documentaire à l'EBAC, spécialisé dans la valorisation du patrimoine. J'ai déposé ma candidature au programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes parce que je veux suivre une formation entrepreneuriale adéquate qui me permettra de m'orienter dans ce que je fais. Parce que je veux participer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Comme on dit souvent, on ne peut pas parler de futur ou bien de présent sans évoquer le passé. Et là, on ne peut pas parler de traçabilité, on ne peut pas parler de bonne gestion sans pour autant évoquer les archives. Les archives occupent une place importante parce que ça permet à la bonne gestion, à l'économie de temps, à l'économie financière, je peux dire, et également à la traçabilité, à la transparence des actes. Ce qui fait que Archicomplus aide les entreprises à la mise en place de leur à la gestion et la valorisation de leur patrimoine, gestion des documents et tout. C'est ce qui fait que on a des logiciels adéquats. On travaille également dans l'archivage physique et surtout électronique. Ce qui fait qu'on a voulu présenter notre projet pour davantage être orienté, mais aussi pour être soutenu, pour bénéficier de formation, de financement et tout. Bonjour, je me nomme Mohamed Faïta Badji, titulaire d'une licence en informatique et télécom à Supinfo. Je suis très honoré de vous présenter mon projet intitulé Service Master dans le cadre du PSEJ. Le but du projet est de participer au développement de l'éducation et de la recherche par la création d'un cadre d'échange, de partage, de formation et d'information destiné à servir aux besoins du public, c'est-à-dire des étudiants, surtout ceux de l'UVS, des élèves, des professeurs et bien d'autres. Pour cela, on aura besoin d'un complexe muni d'un cybercafé moderne, d'une bibliothèque bien équipée qui répond aux besoins d'une grande variété de lecteurs par des ouvrages de référence, des machines d'aide à la lecture pour les non-voyants, des livres à gros caractère pour les personnes à la vue diminuée. À cela s'ajoute un espace de détente, de lecture qui va aussi accueillir des conférences, débats, représentations musicales, théâtrales ou cinématographiques, ainsi que des expositions, concours, colloques et d'autres formes de manifestations pour rendre le lieu et nos services plus attractifs. Notre stratégie consiste à travailler avec tous les membres, tous les acteurs de l'éducation et d'autres, c'est-à-dire des bénévoles et autres. Donc voilà, Service Master va nous permettre d'hausser notre niveau de connaissance, d'être plus performant, d'avoir une connaissance, d'avoir une ouverture, je veux dire, dans le monde de l'information et de la communication. Donc vraiment, je tiens à sa réalisation et son implantation dans toutes les villes du Sénégal dans un futur proche. Voilà, je ne saurais finir sans remercier tous ceux qui auront l'amabilité de prêter une attention à cette vidéo et vous prie d'agréer mes salutations les plus respectueuses. Bonjour mesdames et messieurs, responsables du PSEJ. Je m'appelle Ahmed Diagne, j'habite à Rufisque et je suis titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en génie civil de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Mon projet consiste en la mise sur pied d'une entreprise de conception et de réalisation de bâtiments et travaux, publics. Et je m'en vais vous expliquer les motivations. Les bâtiments actuellement peinent à satisfaire le minimum requis en matière de confort thermique et structurel. Pour ce qui est du confort thermique, les gens ont très souvent recours, par exemple en été, aux appareils électriques, ce qui fait augmenter leur consommation en énergie. Et alors que là, nous savons que notre pays peine à produire assez d'énergie pour satisfaire la consommation. Aussi, pour ce qui est du confort structurel, généralement les couches les plus défavorisées
ont tendance à faire appel à des tâcherons ou bien à simplement des maçons, mettant de côté les architectes et les ingénieurs. De ce fait, il nous est important de pouvoir concevoir des bâtiments qui sont accessibles à tous, non seulement mais aussi qui offrent un confort thermique et structurel minimal. Dès lors, nous allons partir de ces bases-là et en faire nos piliers pour nos conceptions. Et ainsi, nous allons faire de jour en jour et d'une conception à une autre, des innovations permettant d'améliorer et de rendre nos villes durables. Je m'appelle Ousmane Ndiaye, j'ai 26 ans et j'habite à Kermassa. Je suis étudiant en 3e année en sciences économiques et de gestion à l'Université de Thiès. Mon projet exposé sur la plateforme PSEJ porte essentiellement sur la confection et la distribution d'emballages en papier sur l'ensemble du territoire national. Tout récemment, le gouvernement sénégalais, à l'image du gouvernement rwandais, s'est engagé dans une politique de réduction des sacs en plastique qui sont jugés plus polluantes. Il existe au Sénégal 6 types d'emballages. L'emballage en papier, en bois, en composite, en métal, en verre et évidemment l'emballage en plastique. Et parmi ces éléments cités, l'emballage en papier est l'élément qui coûte le moins cher à la confection des emballages. C'est aussi l'élément le plus écologique et l'élément le plus en adéquation avec les tendances mondiales actuelles, que sont l'économie écologique ou l'économie verte. Nous espérons pouvoir distribuer ces produits sur l'ensemble du territoire national, embaucher le plus de jeunes possible et les distribuer aussi bien sur les boutiques du coin, les pharmacies, les pâtisseries, les boulangeries ou comme en Europe, les supermarchés. Je m'appelle Sariou Anita Thiam, je suis diplômée en master de marketing et intelligence des affaires de l'IAM de Dakar. Nous saluons l'initiative du PSEJ et espérons pouvoir faire partie des premiers participants. Le projet que nous proposons de réaliser tire son essence dans la problématique de vouloir assurer une indépendance en matière d'hydrocarbures combinée à un objectif d'impact écologique positif. En effet, dans une première phase, nous souhaitons produire du diesel à partir d'huiles frelatées récupérées. La technique permettant de transformer ces huiles en biodiesel est appelée stérification. Cette technique permet dans le même temps de produire de la glycérine. Les avantages du biodiesel, tels que nous souhaitons le produire, peuvent être distingués en 2 niveaux, en amont et en aval. En amont, nous pourrons nous targuer de faire de la récupération et du recyclage. En aval, nous ne pourrons que vanter les mérites du biodiesel que sont hydrocarbures écologiques, biologiquement dégradables, pollution atmosphérique très faible lors de sa combustion, coût de production plutôt faible et enfin, le biodiesel est d'excellente qualité pour les moteurs. Nous pensons que notre projet s'inscrit valablement dans les idéaux du PSE. En effet, parmi les projets du PSE concernant le secteur de l'énergie, nous pouvons citer la stratégie d'approvisionnement en hydrocarbures. La mise en place et le déploiement de notre projet devra pleinement satisfaire 2 ambitions de cette stratégie, que sont sécuriser l'approvisionnement et abaisser les coûts. Notre projet pourra aussi permettre au Sénégal de prétendre à une autosuffisance en hydrocarbures et de servir d'exemple en matière de réduction de la pollution atmosphérique. Merci. Bonjour, je m'appelle Fatou Olé Sambou, étudiante en journalisme et communication à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion ESAID. Étant dans une école entrepreneuriale, mes encadreurs ont su développer en moi une certaine culture entrepreneuriale. Bien vrai qu'il y ait un gap entre la pratique entrepreneuriale et la théorie de l'entreprise, mais je sais qu'avec le compagnonnage du plan Sénégal émergent, je pourrai mener à bien des activités me permettant de créer mon entreprise afin de créer de l'emploi et donc de la richesse. Venons-en à mon projet. Je suis la fille d'un fonctionnaire et j'ai fait 7 régions du Sénégal. Donc je peux dire que je connais à peu près les comportements des consommateurs dans des zones différentes du pays. Le projet que je compte mettre en place consiste à industrialiser l'oignon. Comment? En faisant de l'oignon surgelé. Moi-même j'ai eu à expérimenter ça parce qu'après la tabaski chez moi, à chaque fois on mettait le reste de l'oignon dans le frigo et on arrivait à l'utiliser 1 mois après. Bien vrai qu'on aura à, à appeler des biologistes et des chimistes pour voir comment conserver l'oignon, mais ce projet aura 3 volets de satisfaction.
Le premier sera au niveau des cultivateurs parce qu'ils se plaignent souvent, disant que leur oignon pourrit. Deuxièmement, au niveau de l'État, parce qu'ils pourront réguler le prix de l'oignon et on va développer la politique du consommer local. Troisièmement, au niveau des ménages, parce que ce sont eux qui vont puiser de leurs ressources pour pouvoir acheter l'oignon. Donc, si le prix de l'oignon sera régulé, le panier du consommateur va en bénéficier. Merci. Bonjour, je m'appelle Naïmo Beltramé, j'ai 26 ans et je suis ingénieure des travaux d'élevage. Donc après mes études, je voulais me lancer dans un projet, mais il me fallait une formation complémentaire pour pouvoir optimiser et valoriser ma production. Donc j'ai eu la chance d'avoir une licence professionnelle en développement et valorisation des produits de l'élevage. Donc c'est une formation complémentaire qui va me permettre de pouvoir conduire un élevage en amont et en aval. Donc vu que l'élevage est un secteur en pleine expansion, donc qui pourrait participer à l'insécurité et à l'autosuffisance alimentaire, ce qui effectivement rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et en tant qu'agronome de formation, donc je me dois de participer au développement de mon pays. Donc notre projet consiste en la création d'une ferme avec pluriactivités, c'est à dénommer Bienvenue à la ferme. Donc, qui va allier l'utile à l'agréable, autrement dit production et convivialité, car nous comptons produire du lait, des œufs, donc de la viande, mais aussi des fruits et légumes. Donc pour ce qui est convivialité, donc nous voulons aménager un espace donc pour y construire des chambres d'hôtes, mais aussi un restaurant, ce qui va mieux valoriser notre production, parce que les clients vont manger sur place et vont manger les produits de la ferme. Donc, ce qui m'a poussé à vous présenter ce projet, c'est une innovation. Donc, ça n'a jamais été fait au pays. Et en tant que spécialiste des produits de l'élevage, donc je voulais faire quelque chose de nouveau. En même temps, faire connaître aux populations que l'élevage n'est pas un vieux métier, mais un métier qu'on pourrait améliorer avec dans le temps. J'ai effectué des études universitaires dans le domaine de la banque, finance et assurance. Je suis titulaire d'une licence. Le projet que je voudrais soumettre à votre attention est un projet de ferme piscicole à Saint-Doux. C'est un projet qui est estimé à 22 millions environ. La pisciculture sera un palliatif pour lutter contre la baisse drastique des captures en eau halieutique ici au Sénégal. Donc ce projet va générer 4 emplois, 1 permanent et 4 temporaires, mais chaque année ce nombre va augmenter. Notre stratégie marketing de vente va s'appuyer sur les ménages, qui représentent 80% des ventes prévisionnelles, ensuite les marchés locaux et enfin certaines régions ciblées telles que Diourbel, Touba et Fatick. Le projet est un projet qui comporte 4 bassins. Ces 4 bassins de 150 m² et ces bassins seront faits en bâche liner. Ces bassins vont produire 8,687 tonnes de poissons tilapia par an. Alors, ce projet va aussi avoir pour possibilité de créer des activités subsidiaires parce que l'eau qui va être récupérée va servir pour le maraîchage et l'agriculture. À l'aide de motopompes, nous allons accéder à la nappe phréatique. C'est à partir de cette eau-là que nous allons faire la pisciculture, recycler cette eau pour l'arrosage. Donc c'est un projet qui va créer des emplois, c'est un projet qui va permettre aux personnes défavorisées, populations défavorisées de pouvoir accéder à un stock de poissons de qualité. Et dans l'optique de l'émergence pour le Sénégal, j'espère que ce sera une contribution que je pourrai avoir. Merci. Bonjour l'équipe du PSEJ. Je me nomme Oulaye Mopidiouf et je suis étudiante à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'UFR des sciences juridiques et politiques. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très honorée d'être en face de vous. Voilà, comme le temps nous est compté, j'ai cru nécessaire de résumer mon projet en quelques lignes. J'ai toujours été consternée par la capacité de production de nos paysans sénégalais. Seulement, ils produisent mais ne savent pas conserver. Prenons l'exemple le plus banal, la mangue par exemple. À un moment donné, en un certain temps, elle est omniprésente sur le marché sénégalais.
mais ce n'est que pour un moment donné. Après, pendant toute l'année, nous n'allons plus l'avoir. Donc je me suis dit, pourquoi pas récupérer ces excédents de production, les transformer, les commercialiser à l'intérieur du pays et à l'extérieur également. Deuxième exemple, nous pourrions prendre le bissap par exemple, le transformer en un produit fini, le commercialiser ici au Sénégal et à l'extérieur pour que les pays occidentaux puissent connaître ce que nous produisons et puissent le valoriser en quelque sorte. Et ceci favoriser la création d'emplois, ce qui en même temps va encourager l'initiative privée comme l'a tout le temps encouragé le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Mon projet également vise à valoriser, à donner plus d'opportunités aux femmes. Loin d'être discriminatoire, les femmes constituent pour moi le socle de l'économie, de toute économie. Alors pourquoi pas les employer, les donner des opportunités de produire leurs activités et les commercialiser. Je vous remercie pour votre Bonjour, je m'appelle Tofen John, je suis ingénieur agronome de formation. Mais comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je suis sur le terrain, dans un champ que moi-même j'ai mis en œuvre avec 3 amis. Pourquoi nous avons fait cela? Moi, je fais partie des jeunes ingénieurs qui pensent que notre place n'est pas dans les bureaux, mais plutôt sur le terrain. C'est en ce sens, j'ai essayé quand même avec ses camarades de mettre en place un projet agricole. Ce projet vise la production maraîchère. Mais pour le moment, comme nous n'avons pas encore les moyens suffisants, nous avons pensé qu'avec l'hivernage, nous devons essayer de profiter de la pluie pour mettre une exploitation où nous allons essayer de produire du sorgho. Donc le champ dans lequel nous sommes, c'est 10 hectares que nous sommes en train d'exploiter. À la fin de la récolte, les moyens que nous allons tirer de cette production nous servira quand même de pouvoir financer notre projet. C'est en ce sens. Nous ne voulons pas attendre aussi des mains des autres qu'ils nous donnent, mais avec le peu que nous avons, nous voulons démarrer. Ceci a un double avantage pour notre nation. Premièrement, ça va nous aider à être autonomes financièrement d'abord. Mais après, ça va aussi nous aider à pouvoir créer des emplois. Ici, par exemple, dans le projet, nous avons prévu au minimum d'employer 7 personnes qui seront employées, qui seront salariées. Et ces personnes, en retour, leur salaire leur permettra même d'aider leur population, leur famille. C'est en ce sens. Nous remercions déjà le président de la République parce que l'idée est là, la vision est là, le plan Sénégal émergent. En plus de ça, s'il met le plan Sénégal de l'entrepreneuriat pour les jeunes, nous ne pouvons que s'en féliciter. En tant que jeunes, nous nous mettons déjà la main dans la pâte pour pouvoir servir notre pays. Vous avez sans doute remarqué l'approche sectorielle et les innovations qu'ont les multiples candidats du PSEJ. Nous allons donner la parole aux partenaires qui accompagnent, aux entrepreneurs confirmés pour des mots qui certainement pourront galvaniser les lauréats et les candidats du PSEJ ici présents. Et nous allons commencer par le directeur de KIPSA. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir ici dans... Donc, je suis Franck Desmarais, je suis directeur général de KIPSTA. KIPSTA est la marque des sports collectifs d'un groupe que vous connaissez peut-être, qui est le groupe Decathlon, qui est un groupe qui est implanté à travers le monde. Donc on a aujourd'hui 1000 magasins dans le monde, on est 70 000 collaborateurs. Et c'est un groupe qui cherche aujourd'hui à rendre ses produits de plus en plus accessibles à travers le monde. Donc des produits de plus en plus techniques, des produits de plus en plus beaux, des produits de meilleure qualité mais toujours de moins en moins chers parce qu'il n'y a que 20% de la population mondiale qui peuvent aujourd'hui acheter nos produits. Et on aura sans cesse cette envie de rendre ce sport accessible au plus grand nombre. C'est une fierté pour moi que d'être avec vous dans ce lancement du PSEJ et aussi une grande surprise que d'être ici parmi vous. Et puis fierté parce que on est une entreprise. Moi je suis dirigeant mais rien de plus qu'un homme qui dirige cette entreprise. Mais je suis surtout un des maillons aujourd'hui de l'entreprise, sachant qu'on n'est rien tout seul. Et si l'entreprise fonctionne, elle fonctionne par des femmes et des hommes qui tous les jours font cette entreprise. Donc ce sont les 70 000 collaborateurs du groupe Decathlon. Et puis donc je vais simplement essayer de les représenter à votre côté. Quand je vois ces vidéos, ça me donne beaucoup d'humilité. Pourquoi? Parce que le talent est partout.
et que c'est compliqué de parler après de tels entrepreneurs. Le pourquoi je vous dis ça, parce que notre rôle à nous d'entrepreneurs, c'est d'apprendre à changer le regard sur les femmes et les hommes que l'on rencontre. Le talent, ce n'est pas une question d'âge. Le talent, ce n'est pas une question de couleur. Le talent, ce n'est pas une question de diplôme. Le talent, ce n'est pas une question de positionnement social. Le talent, ce n'est pas une question de sexe. Ce qui fait la richesse des entreprises et des collectivités et des pays comme les vôtres, c'est la diversité. C'est cette diversité qui donne de la liberté. C'est cette diversité qui donne envie d'entreprendre. Le talent, s'écrit aussi au féminin. Je l'ai entendu dans une des vidéos. Aujourd'hui, on sait qu'à travers le monde, l'entrepreneuriat féminin est un entrepreneuriat qui fonctionne et qui fonctionne bien. Mais le talent, c'est aussi le talent du nous. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, le talent s'écrivait au jeu. C'est un entrepreneur qui parlait. Et il parlait de lui, égocentré qu'il était. Et aujourd'hui, le talent, c'est le talent d'une équipe. C'est le talent de cette simplicité que de comprendre que le talent, c'est une chaîne et que le maillon le plus fort de cette chaîne doit être obsédé par la réussite du maillon dit le plus faible, parce qu'il sera lui-même un jour le maillon le plus faible. La discrimination, c'est ça, c'est de s'apercevoir qu'à un moment donné, on peut être proche de l'exclusion. Et vous le savez, dans les entreprises, parfois, à 40 ans ou 45 ans, on est perçu comme vieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, à partir du moment où on a l'envie d'entreprendre? Quand je vois des jeunes s'exprimer aussi facilement, chacun dans sa différence, eh bien, je peux vous dire que le peuple sénégalais est un peuple en mouvement et qui peut être fier de sa jeunesse. Parce que ce que j'ai entendu, ce sont des mots forts qui ont été exprimés, chacun dans sa différence. Et il y a quelque chose qui a été dit qui me semble être une grande vérité, c'est que si on veut réussir, il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut qu'on soit proche de celles et ceux qui achètent nos produits, en particulier quand vous allez créer dans la distribution. Le pourquoi? Parce que l'entreprise aujourd'hui change. L'entreprise n'a plus de frontières. L'entreprise, durant des années, a érigé des grands murs. Et puis elle a essayé de faire entrer des femmes et des hommes dans cette entreprise pour consommer, pour acheter pour l'entreprise. Aujourd'hui, la terre est plate. Aujourd'hui, l'entreprise n'a plus de frontières. Au moment où on se parle, il y a des gens qui dorment à travers le monde. Au moment où on va se reposer ce soir, il y a des femmes et des hommes qui vont entreprendre. La terre est plate et la compétitivité est mondiale. Et dans cette compétitivité mondiale, on se doit d'ouvrir cette entreprise. N'est-il pas plus intéressant pour nous que de proposer à nos clients de co-construire avec nous nos entreprises? N'est-il pas intéressant pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de considérer qu'un client qui rentre dans notre entreprise a lui aussi beaucoup de talent? Et n'est-il pas le temps pour nous que de comprendre que c'est le client mieux que nous qui sait ce dont il a besoin? Notre métier à nous, c'est de proposer un produit qui répond à la demande. Mais la demande exprimée, ou demande non exprimée dont le besoin l'attend, elle vient d'un client. Donc plus que jamais, il faut que vous soyez proche de vos clients. Ce que je dis souvent, quand je dirige mon entreprise, je dis cette phrase, à objectif flou, connerie précise. Le rôle de l'entreprise, à travers autant de talents, c'est de créer un écosystème de bienveillance. Pour les jeunes qui sont ici, j'ai entendu qu'il y avait 8000 dossiers. J'ai entendu qu'il y en a 1000 qui ont été sélectionnés. J'ai entendu qu'il y en a 470 qui ont été peut-être regardés différemment. Mais ce que je sais, moi, c'est que les 8000 dossiers qui ont été déposés par 8000 futurs entrepreneurs. C'est pas parce que vous n'avez pas été sélectionné maintenant que vous ne le serez pas demain. La difficulté transcende. On aime les entrepreneurs qui se lèvent lorsqu'ils tombent. C'est ça qui fait l'entreprise. L'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. L'entreprise, c'est l'envie qu'on ait de réussir, mais réussir avec les autres. L'échec, ça fait partie de la vie. Donc notre rôle à nous d'entreprise, c'est de créer un système bienveillant qui fait que vous ne serez jamais jugé pour la décision que vous allez prendre. On préfère des femmes et des hommes qui sont en mouvement, qui essaient, qui décident. On est là pour les accompagner. Le professeur tout à l'heure disait cette phrase que je partage parfaitement, c'est qu'on sera toujours à vos côtés pour vous faire réussir. À vos côtés, ça ne veut pas dire qu'on va faire à votre place. On aidera celles et ceux qui ont de l'envie. C'est pas tant la compétence qui fait réussir les femmes et les hommes, c'est l'envie, c'est la motivation, c'est le partage. J'adore, moi, être ici chez vous. Le pourquoi? Parce que moi qui viens de France,
Quand nous, Français, on serre la main à quelqu'un, eh bien, la main, on la met bien droite, un petit peu fermée. Quand on est chez vous, quand vous dites bonjour, la main est ouverte. Ça, c'est le signe de partage. Et on sait, aujourd'hui, plus que jamais, que si on veut recevoir, il faut donner. C'est indispensable. Donc l'entrepreneur, lui, il faut qu'il donne. Il faut qu'il donne pour recevoir. Lorsque vous animerez des femmes et des hommes dans vos entreprises, donnez-leur, acceptez d'être étonnés, acceptez que les femmes et les hommes que vous allez encadrer chez vous aient plus de talent que vous. Ça n'est pas grave. L'entreprise, c'est une envie collective que de faire réussir et de servir un utilisateur ou un client. Donc quel que soit le chemin que vous allez prendre, c'est un bon chemin. C'est le chemin de la diversité. L'important, c'est l'objectif qu'on a envie d'atteindre ensemble. Vous ne serez pas jugé pour le chemin que vous allez prendre. Vous serez récompensé pour le chemin que vous aurez entrepris. Vous serez récompensé pour le risque que vous allez prendre. À partir du moment où le risque gagnant est supérieur au risque perdant, vous serez valorisé, vous serez honoré et vous serez félicité. La vie, c'est l'expérience. On le sait, j'ai eu la chance il y a quelques jours d'intervenir chez vous et puis il y a une personne qui a pris la parole, j'ai cru comprendre, alors je ne sais pas si le terme est exact, mais j'ai cru comprendre que c'était un sage. Ce qui fait la sagesse, c'est l'âge, c'est l'expérience. Quand on prend la parole, aussi calmement, c'est parce qu'on a vécu des échecs, mais parce qu'on a capitalisé sur ces échecs. Et puis parce qu'on est toujours dans l'envie d'apprendre. Moi, depuis que je suis chez vous, je suis comme une éponge. Chaque minute qui passe, ça m'enrichit. Chaque minute qui passe, ça éveille mes sens. Chaque minute qui passe, ça me donne envie d'entreprendre. Mais ça me provoque chez moi des choses. Ça provoque l'humilité. Ça provoque l'envie de partager. Ça provoque l'envie de donner. Donc la vie est faite de rencontres. La vie est faite de partage. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande rencontre. On s'est vu il y a quelques jours, Madame le professeur, et voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est l'envie parfois de partager un petit bout de chemin ensemble. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on a l'obligation de s'écouter. On a l'obligation de se respecter. Et dans l'écoute, eh bien, on progresse. Donc la vie, ce sont des rencontres. Et les rencontres, elles se provoquent. On dit souvent que la vie et la réussite, elle est liée aux audacieux. C'est dans l'audace que l'on crée des choses. Mais pas uniquement. La vie, c'est aussi une question de chance. Mais la chance, elle se provoque. Et puis, pour les entrepreneurs, bien sûr que la chance, elle va vous faire réussir. Mais si j'ai une chose à vous laisser, c'est que si vous voulez aller loin, vous devez avoir un rêve. C'est le rêve qui donne envie d'avancer. Le rêve, il n'est pas l'apanage de quelques-uns, il est l'apanage de tout le monde. Ici, vous êtes un peuple qui est souriant, un peuple qui est en mouvement. Moi, je le sais parce que nous, en France, on a, excusez-moi l'expression, un petit peu parfois le cul dans la ouette. On est content de rien. Quand on a quelque chose, on veut toujours plus. Et puis quand on a ce qu'on a voulu, ça ne convient pas, on veut encore. Il y a quelques années, on cherchait à se réaliser. Aujourd'hui, on cherche à avoir. Eh bien, moi, je crois que depuis que je suis ici, on m'a posé la question, je vais vous répondre maintenant, parce que je n'avais pas assez de recul. Ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est le positivisme. Quand on est positif, on trouve des solutions. Et si vous restez comme vous êtes positif, vous allez forcément avancer. Donc cherchez à vous réaliser, cherchez à avoir votre rêve. Et puis la réalisation, elle est à 3 niveaux. Réalisation professionnelle. Au départ, quand on débute sa carrière, on veut absolument réussir. C'est indispensable. On cherche la performance. Et parfois uniquement la performance. Et on oublie parfois de s'intéresser aux filles et aux garçons qui travaillent à côté de nous. Donc réalisez-vous en tant que professionnel. Réalisez-vous en tant que femme et homme, tels que vous êtes, chacun dans votre différence. Vivez d'authenticité, vivez de plaisir, vivez de partage et de don. Et enfin, réalisez-vous en tant que citoyen. Tout à l'heure, j'entendais la volonté effectivement de donner au pays ce que le pays vous a donné ici au Sénégal. C'est indispensable. Agissez en tant que citoyen. Parfois, on a de la chance dans la vie, elle a été provoquée. Mais vous savez, la vie, elle nous donne souvent des grandes leçons d'humilité. Eh bien, l'humilité, c'est savoir regarder parfois celles qui sont à côté de nous qui ont un petit peu moins de chance. Quand quelqu'un vient à côté de vous, qu'il vous tend la main, arrêtez-vous et écoutez-le, cherchez en lui le talent qu'il a et acceptez d'être étonné et vous allez être surpris. Moi, quand je recrute en général quand je vais au restaurant, je recrute quand je discute avec des femmes et des hommes. Je recrute simplement des gens qui ont l'envie et qui aient cette envie de partager. Et restez simple, restez humble, restez des filles et des garçons de terrain. Et enfin, pour terminer,
accepter d'avoir cette envie-là, c'est de croire qu'atteindre l'impossible est possible. Merci beaucoup. Merci. Nous allons avoir le mot d'un partenaire stratégique au programme, le directeur général de la radio-télévision sénégalaise, s'il vous plaît. Merci. J'attendais... je sais que je suis émerveillé par le discours de celui qui vient de passer. C'est tellement touchant pour quelqu'un qui se dit français, mais on est tous la même planète. Hein. Je pense que ce qui est en train de se passer à Paris le prouve. Hein. Même si on a des nationalités différentes, la planète, c'est nous. Alors, monsieur le représentant du ministre, monsieur le représentant du doyen, monsieur Kouni, madame le professeur, qui m'a très tôt communiqué sa passion. Parce que quand elle est venue nous voir, Dominique et moi, le directeur de la communication, pour nous expliquer ce projet, vous savez, nous journalistes, on dit beaucoup de choses en même temps ou sur un déroulé, et souvent ces choses n'ont aucun lien. On peut passer de l'Assemblée à la banlieue, etc. Or, madame le professeur est hyper concentrée sur ce qu'elle fait, et la distraire, c'est très très difficile. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup appris auprès d'elle, et nous avons senti son attachement à ce projet. Et lorsque nous nous sommes engagés avec elle, c'était véritablement pour en arriver à peut-être cet événement, qui est un événement, disons, aujourd'hui fondateur, hein, à la vérité. Mais madame, je vais peut-être vous provoquer hein, un peu, parce que vous avez parlé du taux de létalité très élevé des PME, PMI. Alors, est-ce que ça veut dire que les entreprises, elles naissent déjà malades? Parce que le taux de létalité, je pense, la létalité, c'est la mortalité rapportée au nombre de cas à risque. Est-ce qu'en naissant déjà, ce sont des cas à risque? Ne devrait-on pas plutôt parler d'espérance de vie faible, courte? Parce que si on considère que l'entreprise, elle naît malade, déjà, je pense qu'il y a un sérieux problème. Alors, nous sommes service public de la RTS. Je ne vais pas revenir sur le projet tel qu'il était conçu, mais je pense qu'aujourd'hui, sa formulation répond exactement à cette exigence de fast track, n'est-ce pas, qui vous a guidé dès le début. Et nous sommes là, RTS, service public, nous avons été sollicités, mais tout de suite, personnellement, en tant que directeur général, mais surtout en tant que journaliste, j'ai dit, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que les jeunes vont enfin, en tout cas les jeunes universitaires, vont enfin mettre un contenu à ce qu'ils entendent à longueur de journée à la télé et à la radio. Sénégal émergent, qu'est-ce que c'est? Je pense que là, c'est un contenu concret. L'autre avantage, c'est que la cible, ce sont des jeunes, mais des jeunes aussi scolarisés. Plus que ça, des jeunes instruits, des jeunes formés. Alors, c'est une excellente opportunité aujourd'hui pour ceux qui sont au cœur du plan Sénégal émergent de vendre positivement ce plan qui, à notre sens, est le seul aujourd'hui à faire pouvoir décoller le Sénégal, parce que c'est un plan articulé sur des stratégies, sur des objectifs et porté par des hommes et des femmes qui ont la passion du professeur Aminata Sall Diallo. Alors, nous, RTS, notre rôle, c'est d'aider, d'appuyer à la sensibilisation des cibles, donc des étudiants, mais aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, pour une adhésion au PSEJ, l'accompagnement dans la production d'outils pédagogiques
qu'on ferait peut-être en circuit fermé, parce que vous savez, Madame travaille avec les derniers outils de la modernité en matière de technologie. L'accompagnement aussi dans la scénarisation des cours, parce qu'il ne s'agit pas simplement de filmer un professeur en train de donner un cours et de montrer en contre-plan des étudiants qui écoutent. Il y a une technique de scénarisation pour faciliter la compréhension ou l'appropriation du cours par justement les cibles. Le soutien au développement de la culture de l'entreprise. Il l'a dit tout à l'heure, M. de Decathlon, qui court très vite. Il faut qu'on sache que l'accompagnement a des limites. Il y a une frontière. Au-delà de cette frontière, c'est l'individu avec sa valeur intrinsèque qui doit chercher à obtenir des performances. Nous, pays africains, nous devons être fiers de quelque chose qui est en train de disparaître ailleurs. On nous accompagne, les pouvoirs publics nous accompagnent jusqu'à l'âge adulte. L'université, les bourses, les services médicaux. Mais ça a disparu. C'est la France qui restait un tout petit peu dans ce sillon, mais la France est en train de se nord-américaniser également. Donc, on a encore cet avantage d'être chez nos parents jusqu'à 30-35 ans. Et l'État fait la même chose. Mais il arrivera un moment où c'est le talent, c'est les valeurs qu'on s'inculque, le goût de la réussite, le goût d'apprendre, le goût de se dépasser et de se surpasser. C'est ça aussi les valeurs de l'entreprise. Et je pense que notre ami de Decathlon l'a dit, et je ne reviendrai pas, je pense si c'est enregistré, il nous a donné un cours magistral, franchement, dans le domaine de la mise en place d'une culture d'entreprise où les valeurs qui doivent guider justement l'élaboration d'une culture d'entreprise. Enfin, nous devons aussi aider le programme à mettre en place une chaîne dédiée, peut-être qui évoluera en circuit fermé. Mais aujourd'hui, avec toutes les convergences technologiques, je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Et en plus des supports, mais aussi de l'accompagnement dans la promotion, n'est-ce pas, de ce programme, la RTS a bien sa place en tant que service public parce que aussi c'est la télé de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises d'ici et de la diaspora. Mais simplement vous dire, pour conclure, madame, que nous sommes aussi engagés à vos côtés pour aller plus loin. Et bonne chance à vous, bonne chance aux heureux lauréats. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons appeler le directeur de Ideal Sénégal. Bonjour à tout le monde. Difficile de prendre la parole après Franck et M. Talla. Je vais essayer d'être un peu plus terre à terre en parlant peut-être de mon vécu d'entrepreneur sénégalais. Je pense que qui intéresse à ces jeunes entrepreneurs. J'espère qu'ils sont nombreux dans la salle. Et je vais plutôt m'adresser à eux. La notion de valeur m'intéresse beaucoup. Je reviendrai dessus. Ça m'intéresse d'autant que c'est quelqu'un qui a vécu plus de 20 ans dans ton pays. Et effectivement, la dernière enquête de l'INSEE dit que le Français, il est heureux, pas parce qu'il est accompli ou qu'il a beaucoup de choses, il est heureux parce qu'il a plus que son voisin. Ça, c'est la dernière enquête de l'INSEE qui le dit. Et ça, c'est la mondialisation, c'est quelque chose qui nous guette de partout. Et on ne peut pas entreprendre sans valeur. Alors, qui sommes-nous? Ideal. En fait, c'est le groupe Ideal, ce n'est pas Ideal Sénégal. Nous, on se targue même d'avoir les deux pieds sur deux continents, à savoir la France et l'Europe et l'Afrique. On exécute 10 ans en France et depuis 3 ans au Sénégal. Ce que je peux vous dire en tant que Sénégalais, et même je dirais aujourd'hui franco-sénégalais, il m'est beaucoup plus facile d'entreprendre en France. Je l'ai fait il y a plus de 10 ans, en 2006. Cela m'a été beaucoup plus facile que d'entreprendre avec toute l'expérience que j'ai pu accumuler pour venir installer quelque chose dans mon pays. Donc c'est vrai, il faut rêver. Quand j'entends qu'il y a 8000 jeunes qui veulent créer une entreprise,
Je dis, waouh, c'est pas mal. Mais je me dis qu'en fait, au Sénégal, il y a peut-être toute la jeunesse est folle. Vous voulez créer une entreprise, ce n'est pas une mince affaire. Parce que déjà, il faut pouvoir vivre de son entreprise. Mais le but de tout entrepreneur, c'est aussi de faire vivre des gens. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire à côté de vous? On va vous aider, on va vous accompagner, partager notre expérience dans la sélection, mais dans la formation sur des choses un peu plus terre à terre, sur la partie IT, comment faire un audit, comment sécuriser, vous apprendre à faire peur avec des outils informatiques, comment faire pour subtiliser le mot de passe de votre voisin qui est le DG de Kipsta, par exemple, ces genres de choses-là. Comment faire pour écouter les conversations d'une ambassade, parce que ça aussi, ça fait partie de notre vie. Et puis, comment gérer votre réputation? C'est quoi ces concepts? Ce sont ces choses-là que nous allons vous apprendre, nous, en tant qu'entreprise. Parce qu'à la sortie, ce qui intéresse les entreprises comme la télévision publique, c'est comment avoir un système d'archivage performant. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas que vous ayez fait Polytechnique. Monsieur Tala, vous venez avec un diplôme de Polytechnique, il vous dira qu'est-ce que vous savez faire. Nous, dans le PSJ, nous allons vous apprendre à faire des choses concrètement, toutes simples et toutes terre à terre. Mais moi, je m'adresse aux entrepreneurs et je fais une mise en garde. Vous entreprenez un chemin très difficile. C'est Simone Veil qui disait que c'est difficile le chemin. Il n'est pas difficile, mais c'est difficile le chemin. Pour entreprendre au Sénégal, il y a beaucoup d'écueils. Vous commencez votre entreprise, je vous conseillerais d'oublier les marchés publics. Vous avez une barrière importante à l'entrée des marchés publics. Concentrez-vous sur le secteur privé. Essayez de faire de petites choses, faire des références. Faites-vous tout petit. Et après, essayez d'avoir des marchés publics. L'accès au financement. Franck disait que la moyenne des projets, c'est 2 millions de francs. Moi, j'ai créé mon entreprise en France avec un capital de 100 euros. Après m'avoir fait vulgairement virer d'une banque où je n'ai pas accepté de faire des choses que me demandait un des top managers. 100 euros de capital. Ça ne m'a pas empêché de développer mon entreprise, d'avoir 30 salariés en France et aujourd'hui plus de 100 salariés au Sénégal. Mais ce que je peux vous garantir, et j'insiste vraiment là-dessus, vous aurez accès très très difficilement au financement bancaire. Il y a peut-être le partenaire bancaire du PSJ qui me dira peut-être le contraire, mais je vous dirais, ne croyez pas aux promesses. Prenez les choses qui sont là. Quand on vous dit quelque chose, qu'elle se réalise. Demain, je vous donnerai ceci, vous aurez ceci. N'y croyez pas. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Ne perdez surtout pas votre temps. L'État est un très mauvais payeur, un excellent recouvreur. Un excellent recouvreur. Ben, si vous avez de l'argent si vous devez de l'argent à la RTS, je peux vous garantir que le service de comptabilité va vous appeler tous les jours. Alors, si l'État vous donne de l'argent, vous pouvez courir. Alors, vous trouverez des gens qui vous diront, je peux aller au trésor public pour vous arranger ceci. Ne les écoutez pas. Le conseil que je vous donne, méfiez-vous des institutions publiques. Méfiez-vous des institutions publiques, pas dans le sens où il ne faut pas travailler avec eux, mais quand vous travaillez avec des institutions, soyez ferme dans vos positions. N'acceptez pas de travailler et d'être payé après. Voilà, vous êtes en face de risques très très importants. Alors, je suis obligé de le dire parce que moi, je suis... C'est un vécu, hein. Ce que je dis, c'est un vécu. Je préfère terre à terre. Parce que ce sont des entreprises qui ont des problèmes de budget. Monsieur Tala, il a la meilleure volonté au monde, mais il est comme moi. À la fin du mois, il a tous les problèmes du monde pour payer ses collaborateurs. Ça, c'est une vérité. Et c'est très difficile d'entreprendre. Alors, je vous dis ça, je ne veux pas vous faire peur, mais il faut quand même avoir conscience de ces risques. Alors, on peut y arriver. On peut y arriver effectivement avec des valeurs. La première des valeurs, c'est le partage.
Parce que vous voulez créer une entreprise. Qu'est-ce que vous voulez faire derrière? C'est embaucher des gens. Si vous n'êtes pas capable de partager avec vos collaborateurs, changez de métier. Changez de métier. Des entrepreneurs, il y en a beaucoup dans nos têtes. Très peu se lancent. Moi, quand je vois qu'il y a 8000 qui disent que je veux y aller, je dis vous êtes fous. Mais surtout, n'écoutez pas les oiseaux de mauvais augure qui disent vous n'allez pas y arriver. Si vous pouvez y arriver. Mais surtout, ne comptez sur personne. Personne. Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, vous êtes pris, c'est excellent. Les 7000 autres, comme le disait Franck, lancez-vous. Peut-être que vous réussirez mieux que les autres. Parce que, alors, c'est donc le partage, le courage, la foi, l'abnégation, la répétition de l'effort. La répétition de l'effort. C'est l'effort répété. Je le répète. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Il y a un joueur américain, c'était du badminton, je crois. On disait, mais quand tu tires, qu'est-ce que tu penses? Il dit, tout left, tout right, tout short, tout long. Je ne pense qu'à ça. Et je répète, je répète, je répète. Vous allez tomber, vous allez vous relever. Celui qui réussit, celui qui sait se relever. Tomber, c'est pas... On a tous tombé. On a appris à marcher, à se lever, à tomber. Et vous allez tomber, mais vous pouvez vous relever. Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas non plus de complexe, ni d'âge pour réussir. Bob Marley est mort à 36 ans, Mozart 35 ans. Quand j'entends que programme sénégalais, ça aussi c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est mon pays. C'est vrai que j'étais longtemps à l'étranger. Mais dans ce pays, même à 40 ans, on est jeune. C'est quoi la jeunesse finalement? 26 ans, 25. On peut créer son entreprise à 12 ans, 17 ans, à 50 ans. On est dans un monde qui est complètement dématérialisé. Je peux être là au Sénégal, produire, vendre ailleurs. Moi aussi, j'ai un peu parcouru le monde. Mais les gens s'habillent tous de la même façon. On écoute les mêmes musiques. Et en tant que jeune Sénégalais, jeune Africain, vous avez votre partition à donner. Vous pouvez produire. Vous devez développer des applications mobiles, comme le font les jeunes de Lillois, comme le feraient les jeunes Chinois. Vous pouvez. C'est surtout se décomplexer. Vous n'avez de leçons à apprendre de personne. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter les codes. Voilà. Vous ne pouvez pas y arriver sans valeur. Et puis, toutes ces valeurs, quand vous les avez, c'est maintenant avoir le minimum de compétences qu'il vous faut. Parce que le directeur de la RTS, ce qui l'intéresse, c'est le service que vous allez lui rendre. Vous êtes sénégalais, vous êtes français. Si vous lui donnez un service compétitif, ben, si le français est plus compétitif, il est désolé, il prendra le service du français. Il prendra. Donc, il faut être compétent, savoir qu'est-ce que je sais faire. Ça, c'est votre première arme. Une fois que vous avez toutes ces valeurs-là, vous devez développer une compétence. Concentrez-vous sur une chose. Une fois que vous la maîtrisez, commencez à faire autre chose. Mais ne vous dispersez surtout pas. Et puis, s'ouvrir. S'ouvrir au monde. Il faut... Le monde est ouvert. C'est Franck Tognini, le professeur, qui parlait tout à l'heure des votes en France. La France est un pays qui se ferme, qui se recroqueville sur elle-même. Moi, j'y ai été il y a quelques jours. J'étais chez moi, dans la rue, j'ai fait 10 jours. Je n'ai pas vu un seul enfant jouer dehors. C'est vraiment malheureux. C'est extraordinaire comment les gens sont... Mais il faut s'ouvrir. Mais s'ouvrir d'abord en s'ancrant sur ses propres valeurs. Donc là, c'est surtout ça. Avoir ses propres convictions et puis s'ouvrir. Et ensuite, c'est se mettre en groupe. Quand vous le pouvez, n'ayez pas peur. Quand vous faites la même chose, que vous voyez que votre collègue à côté est dans le même domaine, ne pensez pas forcément que c'est un concurrent. Il faut se regrouper pour offrir des services plus importants et se mettre en écosystème autour des entreprises. Pourquoi pas avec nous, le groupe idéal. En tout cas, moi, je suis prêt à ouvrir tous mes services à ces jeunes-là, à les accompagner ensemble. Et j'espère que demain, nous pourrons travailler ensemble pour la Sonatel, pour la B6 ou pour des groupes en France, pourquoi pas. Donc, pour finir et pour résumer,
En dernier lieu, nous allons aussi participer à la gestion d'une couveuse au niveau du PSJ en tant que société pour vous accompagner, donc pour partager cette expérience qu'on a avec vous. Mais ce que je peux dire, comme l'a si bien dit M. Demaret, et comme me l'a dit un professeur d'anglais, le mot impossible devrait être rayé du dictionnaire, parce que quand on le prend en anglais, ça devient I am possible. Je suis possible. Donc, vous êtes possible. Réalisez vos rêves. Merci. Merci, M. Diallo. Le DG, Black Spoon, on va certainement déguster ce qu'on a au frigo. Salam alaikum, bonjour. Je suis Fatih Nyang, je suis franco-sénégalaise. Donc, je suis née en France, j'ai grandi en France. J'ai la double nationalité maintenant. Donc j'ai créé la société Black Spoon. Donc c'est un concept nouveau en France. C'est le premier food truck africain en Europe. Donc c'est un camion restaurant itinérant qui se balade dans la région parisienne pour proposer des plats africains. Donc à Paris, on vend les plats emblématiques du Sénégal, comme le poulet yassa, le mafé, le thieboudienne. On vend également des pastels. Donc voilà, moi je suis née en France. J'ai eu la chance, comme disait Franck, enfin il y a le facteur chance, donc j'ai eu la chance d'être née en France. Mes parents sont émigrés en France depuis les années 70. Donc grâce à eux, j'ai eu la chance de vivre en France, d'avoir une méthodologie française, de pouvoir aussi créer ma société en France. Malgré ce que dit Yaya, moi j'ai eu un parcours différent pour la création d'entreprise. C'était un peu le parcours du combattant. Voilà, donc c'était très très compliqué en France parce que je suis femme, parce que je suis femme de couleur, parce que mes parents ne sont pas entrepreneurs, cadres ou dirigeants de grandes sociétés. Donc il n'y a pas derrière la sécurité que les banques attendent de nous. Donc on a dû galérer et faire au moins une dizaine d'entreprises, une dizaine de banques avant d'obtenir un prêt bancaire. Aussi toute la partie administrative qui est lourde en France. Donc c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant plus d'1 an et demi. Donc faut savoir que entreprendre c'est pas facile. Comme disait Franck aussi, c'est une question de personne, c'est une question de motivation, de ténacité. Il faut toujours, il faut compter sur soi-même. Il faut vraiment jamais lâcher prise et rêver parce que tout est possible. Il y a toujours une solution. Donc il faut s'accrocher constamment, aller au-delà de ses limites, aller chercher l'information, être très curieux. Parce que, comme disait Yaya, il faut s'ouvrir aux autres, rencontrer des personnes, parce que rencontrer des personnes, c'est déclencher derrière des opportunités. Donc voilà, entreprendre, c'est pas facile au quotidien. Nous, ça fait 2 ans qu'on existe. On est encore dans la phase de lancement. J'espère qu'on va durer encore pendant plus d'une dizaine d'années parce qu'on a énormément de projets, énormément de rêves. Donc voilà, donc moi je suis très fière d'avoir lancé cette activité parce que avant tout je suis fière d'être sénégalaise. Je suis Halpulaar, je parle Pulaar. Mes parents m'ont éduquée de façon à la sénégalaise. Donc pour moi c'était une fierté de mettre en avant la cuisine et la culture africaine, de partager nos valeurs ici, nos valeurs sénégalaises avec les Français, les Européens. Donc voilà, donc je suis très contente. Je suis très contente d'être ici et de voir ces projets parce que pour moi c'est une forme d'espoir. Je me dis que avec certains d'entre vous, peut-être on pourra être partenaires, peut-être collaborer ensemble. Je vois des projets de personnes qui veulent créer des jus exotiques. Moi, j'aimerais bien vendre ces jus dans mes restaurants plus tard. Donc voilà, je suis très fière d'être là.
C'est du sourcing, vraiment, ça me procure beaucoup de choses. Je m'alimente énormément, donc tout ce que je peux vous dire, c'est que n'ayez pas peur d'entreprendre. Allez-y à fond, à 1000%, et ça va marcher, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a que le travail qui paye. Donc pour finir, la suite de Black Spoon, c'est qu'on aimerait s'implanter à Dakar. Voilà. Pour moi, c'est important d'avoir un pied à terre ici à Dakar. Donc par le biais de restaurants, donc des restaurants fixes, où on pourra vous présenter notre concept bientôt, je l'espère. Donc et également faire du co-développement, de créer de l'emploi également. Donc pour nous, c'est très important d'investir ici au Sénégal. C'est un peu comme si je prenais une revanche par rapport à mes parents. Donc voilà. Donc tout est possible dans la vie. Just do it et allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le représentant du directeur général de la Sonatel. Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le secrétaire général du ministre de l'Enseignement supérieur, madame le professeur et chef du projet, je dirais catalyseur de ce projet-là, monsieur Tonini, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les représentants des différents ministères, mesdames et messieurs, chers étudiants, on va dire chers futurs entrepreneurs, je suis très honorée d'être parmi vous cet après-midi au nom de M. Alioune Ndiaye, directeur général de la Sonatel, qui n'a pas pu, qui aurait vraiment voulu être personnellement présent, mais qui n'a pas pu pour des raisons de calendrier. Vous dire que nous sommes honorés de prendre part à ce lancement-là. Sonatel, avec son partenaire stratégique Orange, est un groupe qui est présent dans plusieurs pays africains. Donc c'est un groupe, une entreprise, qui est socialement responsable et qui ne peut que saluer ce programme pilote pour sa pertinence d'abord. Dans le contexte actuel du tissu économique, je pense qu'un diagnostic a été posé concernant non seulement le tissu économique, mais aussi la formation et l'adéquation de la formation avec le milieu professionnel. Et je pense que cette initiative-là constitue un début de réponse à cette problématique-là que nous avons depuis des années. Sonatel, depuis toujours, accompagne le secteur privé, accompagne les initiatives privées et sociétalement responsables au niveau des pays de présence. Dans la commande, d'abord avec des entreprises locales. On travaille beaucoup avec les entreprises locales. Aussi, dans la facilité de l'accompagnement des entreprises, notamment en étant l'un des fondateurs de l'incubateur des technologies de l'information et de la communication, le CETIC, en créant récemment un prix de l'entrepreneuriat féminin spécialement dédié à l'entreprise, aux entreprises dirigées par des femmes. C'est pour susciter l'intérêt des femmes à entreprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette salle-là, on est très fiers qu'il y ait autant de femmes, parce que c'est aussi une partie de nos axes, c'est que les femmes puissent être beaucoup plus responsables et compter plus dans l'économie du Sénégal. Nous sommes en phase avec les objectifs et les valeurs de ce projet. Patriotisme, équité territoriale, égalité sociale, engagement. Nous sommes totalement en phase. Et dans ce moment de partage, de lancement, où on pose des briques, je voudrais aussi saisir cette occasion pour partager avec vous les 9 valeurs de Sonatel. C'est l'exemplarité, c'est l'audace, c'est le dynamisme, c'est la proximité, c'est la simplicité, c'est la transparence,
c'est la responsabilité, c'est l'innovation et c'est la confiance. Ces 9 valeurs du groupe constituent les bases du travail que nous menons à Sonatel. Et je pense que sur la base de ces valeurs-là, nous pouvons ensemble trouver un moyen de vous accompagner, parce que l'accompagnement de Sonatel, ce ne sera pas seulement un accompagnement technique. L'accompagnement technique, il sera fourni, donc on fera en sorte que l'accès à toute la plateforme pour l'enseignement, en tout cas pour la partie éducation, pour ces 6 mois de formation, soit gratuit. C'est un engagement que nous prenons aussi. Nous avons aussi, au-delà de ces accompagnements techniques, de compléter cet accompagnement technique, c'est l'hébergement de la plateforme dans notre cloud local. Aujourd'hui, tout le monde sait que le monde se bat contre l'insécurité. Le monde se bat pour que les données restent locales. Et c'est dans ce cadre-là que nous proposons d'héberger cette plateforme dans notre cloud local. Enfin, l'accompagnement, en vous donnant humblement un peu de notre expérience, de notre expertise, l'accompagnement au niveau du mentorat et du coaching d'un ensemble, en fait pas tous, on ne pourra pas accompagner tous les 400, mais d'une sélection d'une vingtaine de projets qui concernent notre secteur. C'est vraiment cet engagement-là de M. Alunia, directeur général de la Sonatel, que je voudrais partager avec vous ici, en vous remerciant de nous avoir associés, en remerciant Mme Diallo pour le dynamisme. Je dirais la même chose que le directeur général de la RTS. Rien qu'en l'écoutant, on a envie d'y aller. Je voudrais aussi, à cette occasion-là, souhaiter vraiment bon vent au programme. J'espère que dans 6 mois, on se retrouvera ici pour célébrer les meilleures entreprises, parce qu'on a aussi prévu dans l'accompagnement d'accompagner, c'est-à-dire de financer les 3 meilleures entreprises dans le domaine des TIC. Donc je voudrais vraiment encourager l'ensemble des participants, leur dire qu'il n'y a que le travail qui paye. Si on veut faire des choses, il faut qu'on le mérite, il faut qu'on travaille. À Sonatel, on commence à 7h30, on termine à, je ne sais pas quand le travail est fini, il n'y a pas d'heure. Donc on met de côté beaucoup de choses, mais c'est avec dans la bonne humeur, dans l'implication, parce qu'on est engagé, on sait qu'on doit réussir et il faut qu'on réussisse. Donc je vous remercie et bon vent au programme et bonne chance à tous les lauréats. Merci. Nous allons appeler une autre entité qui s'est réglée d'autres engagements. Les entrepreneurs disent les engagements holistiques, pour rester dans le jargon local. Donc le représentant de la B6, du directeur général. B6. Bonjour tout le monde. Monsieur le représentant du recteur, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Madame le chef de projet PSJ, distingués invités et chers entrepreneurs. En tout cas, la vidéo que nous avons visionnée tout de suite m'a donné un baume au cœur. Ce n'est pas une vidéo tragique où on montre des naufragés qui souhaitent rejoindre l'autre rive, mais qui ont accepté de relever des défis dans leur pays. Et je vous en félicite. Il a été question de financement tout au long des discours qui m'ont précédé. Et j'imagine que la B6 est attendue pour répondre un peu à monsieur qui nous a taquiné un peu tout à l'heure. Mais je vous confirme que monsieur Bérégovoy, que je représente, appuie pleinement ce projet et vous transmet également ses encouragements. Et sous ce rapport-là, je ne vais pas être très, très long. Donc déjà rappeler que la B6 s'engage à apporter un appui financier. Un appui financier ne veut pas dire donner de l'argent à tout le monde, parce que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de pouvoir maintenir des équilibres, parce que ce que les gens oublient,
Nous ne sommes pas une banque de développement, nous sommes une banque commerciale. C'est l'argent des déposants, l'argent des actionnaires que nous mettons à votre disposition, en respectant des règles prudentielles, en respectant des règles de gestion auxquelles on ne peut pas déroger. Donc notre rôle, c'est déjà de vous ouvrir nos portes. Donc d'aucuns nous font de mauvais procès en disant que les banques ne prêtent qu'aux riches, ce n'est pas vrai. Seulement que les gens parfois ne comprennent pas comment interagir avec la banque. Et sous ce rapport-là, je pense, dans un second temps, je vous présenterai notre appui non financier. Nous pourrons vous accompagner à travers un autre programme dont je vous parlerai. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, mon directeur l'avait annoncé dans un autre cadre, que la BICI est en train de travailler sur la mise en place d'un fonds, un fonds destiné aux entrepreneurs, aux TPE, aux PME. Donc, les lauréats du PSJ sont des cibles. Un fonds d'1 milliard qui sera mis en place avec des taux préférentiels, contrairement aux taux classiques que nous appliquons à la clientèle, ce qui déjà constitue un premier appui financier. Parce que je pense que parmi les causes de mortalité que vous avez évoquées tout à l'heure, donc un taux de mortalité au bout de 2-3 ans, je pense que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et la démarche novatrice que vous nous avez présentée tout à l'heure, en tout cas, augure une réussite totale de tous les projets qui nous ont été présentés. Et donc, ce fonds d'1 milliard sera un fonds qui, justement, dans la mise en place, facilitera l'accès, justement, à vos lauréats, qui, dans un second temps, feront l'objet d'un appui, en tout cas pour ceux qui sont retenus. Il faut savoir que la BICIS a lancé depuis le milieu de l'année un programme de bénévolat de compétences, lequel bénévolat promeut en tout cas que nos collaborateurs, à travers justement toutes les compétences dont ils disposent, de pouvoir le partager avec le grand public. Et ces compétences-là porteront sur de l'analyse financière, de la comptabilité, du marketing. Et je pense que ce sont des atouts majeurs dont ils auront besoin pour pouvoir réussir leur projet. L'appui non financier également portera sur du mentorat, sur du tutorat, parce qu'une fois que vous vous êtes lancé dans votre projet, il ne faut pas que vous soyez seul. Le professeur l'avait rappelé tout à l'heure. Et nous, BICIS également, nous apporterons du personnel qui pourra vous accompagner à distance à travers un suivi assez rapproché. Et nous avons également retenu avec le professeur de pouvoir intervenir durant le programme de formation qui vous sera dispensé à travers des séminaires où des collaborateurs de la BICIS viendront partager et surtout parler un langage vrai à vous les entrepreneurs pour vous aider un peu à structurer vos dossiers. Parce que la plupart des dossiers que nous rejetons ne sont pas forcément liés à la pertinence, mais au mauvais montage. Donc, il faut tout simplement savoir comment ce que la banque attend de vous pour que vous puissiez également réussir cette mission-là. Et donc, une banque comme la BICIS, qui est une banque responsable, comme je le rappelais, c'est une banque qui assume déjà sa responsabilité économique, parce que c'est notre cœur de métier, mais qui essaie de trouver un équilibre. Et c'est ce qui nous vaut notre présence aujourd'hui, en essayant de trouver un équilibre social et environnemental et pouvoir ouvrir nos portes à des gens qui, dans les normes, sont plus des clients de microfinance, voire même peut-être pas du tout. En tout cas, il faut savoir que la BICIS a en son sein une maison des professionnels, donc qui est vraiment dédiée à la clientèle des professionnels. Et donc, ça vous permet de pouvoir disposer d'un conseil vraiment particulier, personnalisé, et qui vous permettra de pouvoir relever tous les défis que vous souhaiterez relever. Et il y a un mot qui est revenu souvent dans les discours, et je me permets d'insister, c'est le mot co-création. Il faut pouvoir partager, il faut pouvoir entreprendre ensemble pour pouvoir aller plus loin. Il y a un adage africain qui dit « Celui qui veut aller vite va seul, mais celui qui veut aller loin va ensemble ». Donc, acceptez de pouvoir partager vos idées, acceptez de pouvoir partager vos projets afin d'aller plus loin et d'avoir un plus gros impact.
Et mes mots de conclusion iront à l'endroit des 7000 postulants qui n'ont pas, en tout cas pour le moment, été retenus. C'est de leur dire que je vais leur rappeler la citation de Mandela, qui disait que lui, il ne perdait jamais. Soit il gagne, ou bien il apprend. Donc vous avez déjà appris de ces échecs-là. Apprenez à vous relever. Apprenez à postuler de nouveau pour pouvoir justement prétendre à être lauréat. Et avec cette citation, mes derniers mots consisteront à dire que sky is the limit. Le mot impossible n'existe pas. Ayez des rêves et vous aurez les moyens de pouvoir les réaliser. Je vous remercie. Voilà, nous allons rentrer dans une partie technique, là, qui concerne le cœur du programme du PSEJ, ce qui intéresse véritablement l'ensemble des lauréats, des partenaires ici présents. Donc vous allez découvrir avec nous les modalités d'organisation et de suivi des formations. C'est ce qui vous intéresse, c'est vraiment comment cela sera organisé. La présentation des différentes phases de cours de formation durant toute l'année et les modalités d'examen, parce que vous serez éventuellement, naturellement évalué durant tout ce parcours-là. Et le fonctionnement de la plateforme, parce qu'il s'agit d'une plateforme innovante qui est mise en place, et vous aurez son fonctionnement technique et l'organisation autour. À la fin de cette partie technique, nous allons avoir des échanges, donc le micro va circuler pour que vous puissiez poser toutes les questions liées à cette organisation, et là, vous aurez justement les réponses adéquates. Et nous allons avoir après cela donc la presse, mais nous allons sans plus tarder démarrer cette partie technique, le professeur Diallo, pour la présentation des modalités. Je pense que ça va être extrêmement rapide. On a déjà brossé. En fait, l'année est organisée comme suit. Nous avons un premier semestre. Le premier semestre où vous aurez une formation en entrepreneurial avec un volume de 300 heures. Vous avez également une formation sectorielle dans le domaine où vous voulez entreprendre. Là également, 300 heures. Et en termes de modalités d'enseignement, ce sera et des cours en distance et des cours en live. Nous pensons que nous sommes à une proportion de 60-40, 60 en distanciel et puis vous aurez 40% de présentiel. Et avec des enseignants, une équipe pédagogique qui est une équipe internationale et qui fera le tour du Sénégal pour les raisons que nous avons évoquées. Quand on fait un cours en live, l'enseignant est à Dakar et on demande à ceux qui sont à Thiès, à Tamba, etc., de se connecter à une heure précise pour pouvoir interagir. Il faut humaniser le processus. On ne peut pas rester dans un processus où vous allez juste télécharger des cours et puis vous enfermer, etc. Nous voulons humaniser ce processus-là. Donc, il y aura des cours en présentiel, en live, et les enseignants vont se déplacer dans les régions. Tel cours peut avoir lieu ici à Dakar, un autre cours aura lieu à Thiès, un autre cours pourra avoir lieu à Ziguinchor, etc. Et les différents étudiants pourront se connecter. Ce ne seront pas toujours ceux de Dakar qui seront bénéficiaires. Ils auront à un moment donné également à se connecter comme pour les autres. En ce qui concerne le deuxième semestre, ce deuxième semestre est un semestre d'immersion en milieu professionnel. Tous les étudiants devront faire un stage. Et pendant cette période, ils vont travailler sur leur propre projet. Ils vont préparer leur business plan, leur business model, avec des coachs, avec des tuteurs, avec des mentors, pour nous proposer un projet qui est, entre guillemets, bancable. Quand je prends le cas de la BAD, nous avons, depuis quelques années déjà, 17 milliards de la BAD que nous n'arrivons pas à consommer. Et vous savez pourquoi? Parce que les projets ne sont pas bancables. Parce que tout simplement, nous n'avons pas des business models qui sont compatibles avec les prérequis des banques, etc. Ces 17 milliards-là,
c'est des grosses opportunités qui sont là. Et nous pensons qu'en vous encadrant, nous pourrons, en tout cas pour tous les projets sélectionnés, sortir des business plans qui seront des business plans bancables. Et pendant tout ce semestre, nous avons fait un peu le point par rapport à ces structures d'accueil où vous pourrez faire votre stage. C'est vrai, quand on dit 1000 personnes, c'est beaucoup. 1000 personnes, c'est beaucoup. Et quand nous analysons un peu les structures qui peuvent accueillir des étudiants, je vous assure que je pars dans tous les sens. Dans tous les sens pour trouver des lieux de stage par rapport aux étudiants. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international, les étudiants pourront faire des stages selon la nature de leur projet. Nous avons mis en place un fonds d'appui à la mobilité. Ce fonds d'appui à la mobilité va permettre aux étudiants d'aller au Ghana pour aller voir ce qui s'y passe, d'aller en Afrique du Sud pour aller voir ce qui s'y passe, etc., etc., d'aller en France, d'aller en Chine, d'aller en Corée, etc. Nous avons beaucoup mobilisé dans ce domaine-là pour pouvoir appuyer la mobilité des étudiants. Je suis très claire. Le schéma que nous avons adopté n'est pas le schéma classique de l'université où nous avons à donner des bourses. Il n'y aura aucune bourse, mais les étudiants seront appuyés pour leur stage professionnel à travers ce fonds d'appui à la mobilité. Pour des considérations que nous avons évoquées tout à l'heure, les étudiants ont la possibilité de sécuriser leur projet au sein d'une couveuse. J'ai dit d'une couveuse, je ne parle pas d'incubateur. La couveuse est un intermédiaire entre l'incubateur et la coopérative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à vous aider à assumer un risque. Si nous avons un INEA que vous, entrepreneurs, vous pouvez utiliser pendant 1 an, pendant 18 mois, pour pouvoir vraiment vous concentrer sur votre cœur de métier, acquérir des marchés, améliorer vos chiffres d'affaires, etc., nous nous occuperons, nous, de faire la comptabilité, des problèmes fiscaux, beaucoup de tâches qui sont très chronophages, qui vont vous distraire de votre cœur de métier, et là, nous pouvons prendre ça en charge, de manière à vous soulager et à vous laisser juste vous concentrer sur ce que vous devez faire. Cette couveuse, vous pouvez être couvé pendant 12 mois à 18 mois. Au bout de 12 mois, 18 mois, quand vous aurez testé en grandeur nature votre projet et que vous aurez vraiment, vous vous sentirez confiant pour aller avec votre NINEA individuel et aller conquérir des parts de marché, on vous libérera pour faire entrer d'autres jeunes entreprises que nous aiderons, que nous accompagnerons à rester viables. Je ne serai pas du même avis que Yaya en disant les marchés publics n'y allaient pas. C'est vrai, les marchés publics c'est difficile. Il y a des règles du jeu. Mais je pense que nous vous accompagnerons. Ça aussi, nous voulons le faire pour vous. Vous accompagner à conquérir des marchés publics. Parce que là aussi, un problème nous tient à cœur énormément. Nous ne voulons pas, je l'ai dit dans toutes les instances, devant toutes les autorités, nous ne voulons pas d'une croissance extravertie, où nous avons des projets, nous avons des gens qui viennent s'installer dans notre pays, qui ramènent des ressources humaines. Quand ça va, ils restent. Quand ça ne va pas, ils s'en vont. La croissance profite à qui? Nous ne voulons pas de ça. Nous sommes en train d'anticiper sur ça. Les projets qui vont s'installer ici au Sénégal auront l'obligation de prendre des ressources humaines sénégalaises. Je pense que ça, nous devons le faire. En tant qu'entrepreneur, je ne suis pas le pénis africaine, mais
je défends fortement la préférence nationale. Je n'ai pas de honte à le dire. Donc nous vous aiderons à aller vers des marchés publics.